Bonjour à tous. Donc du coup, on se fait un petit tandem avec mon ancienne collègue Corinne Collignon quand j'étais à la HAS et maintenant donc effectivement bouger sur l'agence numérique en santé. Donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les dispositifs médicaux numériques, ça va croissant. J'ai regardé dans le dernier document là, de ma tech, il me semble, sauf erreur de ma part, les chiffres sont peut-être pas tout à fait exacts dans ma mémoire, mais 450 entreprises et ça a doublé en 4 ans. Donc 450 entreprises sur la e-santé. Et quand on y pense, chacun d'entre nous depuis ce matin, regardez le nombre de fois où on a regardé notre smartphone, où on a changé nos habitudes par rapport à il y a quelques temps au niveau du numérique, au niveau du boulot, au niveau privé, etc., etc. Et rien que depuis ce matin, quand on y réfléchit, les choses ont quand même sérieusement changé dans notre vie. Donc il aurait pas pu en être différemment, bien évidemment, au niveau de la santé. Et là, c'est pareil, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on fait un arrêt sur image, en se disant où est-ce qu'on en est, les choses ont quand même aussi terriblement changé. Par exemple, chaque Français maintenant a son espace santé, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a plus de documents en un mois qui sont en un jour, pardon, qui sont versés que ce qui était versé en 15 ans de temps. Donc c'est une réalité, ça fonctionne. D'ailleurs, un des sujets sera plutôt, à l'inverse, que faire face à cet afflux de données pour les professionnels de santé par rapport à ne pas avoir de données. Donc du coup, je pense qu'il y aura forcément d'intelligence artificielle qui devra être mise là-dedans. La télémédecine, elle s'est déployée. À l'hôpital, on a le programme Open, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est bien ça, et il est là. Sur les territoires, il y a des parcours e-santé, c'est une réalité, et l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui rentre aussi partout dans l'aide aux professionnels, aussi bien, je donne quelques exemples, bien évidemment, c'est sur la radiologie, mais c'est aussi sur les médicaments pour recommander des bons traitements adaptés aux personnes, ou etc., etc. Et on peut aussi parler par exemple de robots qui pourraient aider à la chirurgie avec l'intelligence artificielle. Bref, on voit qu'elle est partout. On avait à la Haute Autorité de Santé en 2017 ou 2018 sorti un document qui s'appelait Évolution ou Révolution numérique. Donc c'était une analyse prospective et moi je parle volontiers, on en parlait déjà de révolution, c'est bien une révolution parce que ça change complètement la donne. Voilà. Donc c'est une réalité et donc ça ouvre de nouveaux horizons. Donc du coup, il y a tout ce qui concerne les professionnels. Moi maintenant, j'ai la chance de travailler, si je peux dire, dans une agence où le logo, le slogan, c'est en matière de numérique, tout commence ici. Donc ça, je trouve ça vraiment rigolo. Donc voilà. Donc quand moi je parle, derrière moi, il y a le logo avec la signature de la NES. Donc c'est pas mal. Et puis ici, ce dont on va peut-être plus parler aujourd'hui, mais Corinne va plus nous en parler. Il y a tout ce qui concerne les patients d'une manière générale. Donc il y a le système de santé, les professionnels et les patients, évidemment, le tout étant imbriqué l'un dans l'autre. Alors aujourd'hui, on est venu vous parler, Isabelle Anneau, d'évaluation, mais quand on parle d'évaluation, il faut savoir déjà ce qui est évalué. Donc c'est l'objectif de cette planche, de dire que tout n'est pas évalué sur le plan national. Il y a évidemment le marquage CE, qui est un premier socle pour tout ce qui est dispositifs médicaux, mais à l'HAS, par exemple, ce qu'on évalue est toujours sur initiative d'un industriel, dans une perspective de remboursement individualisé, et du coup, il y a des silos qui permettent de savoir ce qui rentre dans le prisme des évaluations ou pas. Donc concrètement, tout ce qui est sans finalité médicale déclarée, donc tout ce qui n'est pas dispositif médical n'est pas évalué non plus, et c'est le deuxième carré gris, complètement à droite, tout ce qui est dispositif médical à usage exclusif des professionnels, et là on trouve énormément de numérique, et notamment c'est là où on trouve une bonne partie des technologies qui embarquent de l'intelligence artificielle, et ce qu'on évalue concrètement, c'est ce qui est utilisé par le patient, ou ce qui est utilisé, et c'est de la téléscience médicale, pour mettre en relation le patient avec un professionnel dans le cadre d'un suivi continu de sa pathologie, que ce soit en aigu ou en chronique. Alors pour la répartition des rôles, Isabelle, je vous passe la parole. Alors en fait, le système est fait comme ça, donc voilà. Moi, j'ai été étonné d'une chose d'ailleurs au passage. À la limite, la Haute Autorité de Santé, tout le monde arrive bien à comprendre ce qu'elle fait. Enfin, je veux dire, ça se sait.
Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'à l'Agence numérique en santé, les interlocuteurs, des fois avec qui je me retrouve en face de moi, ne savent pas ce que fait l'ANS. Et en fait, c'est vrai que la construction de la gouvernance du numérique en France est quand même a été assez compliquée. Maintenant, c'est stabilisé. Donc, on sait ce que fait la DNS, on sait ce que fait l'ANS et on sait ce que fait l'HAS. Et le tout, c'est de pas se marcher sur les pieds et de travailler en bonne intelligence. Donc, du coup, cette option, mais je voudrais bien, je pourrais répondre à toutes questions sur ces questions de gouvernance et de répartition des tâches. Mais du coup, en tout cas, entre l'agence numérique en santé et la haute autorité de santé, et puisqu'il y a des évaluations des deux côtés, le tout, c'est de pas se marcher sur les pieds et de pas enquiquiner les uns et les autres. Voilà. Donc, en clair, il faut bien séparer les choses. Donc, du coup, l'agence numérique en santé, elle doit garantir, comme c'est indiqué, l'échange, le partage de sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel. Ce qui veut dire que nous, dans nos référentiels, ce que l'on vise, c'est interopérabilité, sécurité et éthique. Donc, alors qu'on s'occupe pas du tout, mais alors là, pas du tout, des autres sujets qui sont par exemple l'impact clinique et la qualité de vie, l'impact organisationnel, l'impact santé publique. Ça n'est pas du ressort de l'ANS. Donc c'est deux choses totalement séparées. Et donc la haute autorité de santé, ce sont bien des critères en fonction des voies de remboursement. Donc et du coup ça compte en fonction des voies de remboursement. Pour un industriel, c'est absolument essentiel. Est-ce que les choses sont différentes en fonction de l'endroit où va aller son dispositif? Donc il faut bien qu'il regarde où mon dispositif médical doit aller si je veux être remboursé, etc., etc. Donc voilà. Au passage, juste 3 secondes sur le mot sécurité. Juste, ça n'a rien à voir avec l'intervention d'aujourd'hui, mais je peux pas ne pas en parler. On a quand même des craintes pour les mois à venir, très clairement. Hein, donc vous en entendez parler pour d'autres raisons, avec des situations de hackage très nettes et très claires. Donc voilà. Je ne saurais trop que vous conseiller, en dehors de tout ça, hein, on sort ça. Que trop vous conseiller d'aller sur le site, pour le coup, de l'ANS, où vous avez des webinaires gratuits, hein, il y en a plus d'une centaine, peu importe, le sujet n'est pas là, mais il y en a sur la sécurité. Et franchement, dans vos entreprises, ou même dans votre vie privée, ou dans votre boulot, hein, franchement, regardez ce qu'il y a, voyez s'il faut pas le partager avec certains, parce que vraiment, là, ça va y aller. Hein. Donc, on craint le pire dans les mois à venir. Donc, faites attention, parce que derrière, vous auriez vraiment des embêtements avec des histoires de plan de continuité, de portail, etc. Donc, je ne saurais que vous inciter à aller sur... c'est gratuit, hein, vous y allez. C'est sur ça doit s'appeler plateforme de formation de l'ANS. Vous tapez ça, vous tombez dessus, vous inscrivez, mais vous inscrivez comme un compte normal. Et vous avez accès aux 130 webinaires, je crois 110 ou 130, dont tout plein sur la sécurité. Visez bien cela en ce moment. Alors, donc, du coup, pourquoi l'ANAS travaille sur ces référentiels? Donc là, je reviens sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, forcément, c'est un article législatif qui donne les missions de l'agence. Et on dit que l'agence, l'ANAS, définit les référentiels qui s'appliquent aux services numériques des secteurs, alors à la fois sanitaire, médico-social et social. Hein. Donc c'est le tout. Et du coup, on définit donc les principes de vérification de la conformité d'un service numérique au référentiel. Donc d'abord, il faut faire les référentiels. 2, après, il va falloir vérifier la conformité au référentiel. Et 3, la phase 3, qui va être une phase un petit peu plus pénible, c'est vérifier si cette conformité elle y est bien dans la réalité, et si oui, très bien, et si elle y est pas, potentiellement, suite à des contrôles et des audits, au bout du bout, des sanctions potentielles. Mais à la limite, je pense qu'on n'en arrivera pas là, et ceux qui se fatiguent à être bien en conformité, à bien tout faire en conformité, il n'y a aucune raison, bien évidemment, que ceux qui ne fassent pas puissent circuler à la même vitesse que ceux qu'ils font. Donc voilà, donc pas de souci là-dessus. Pour l'instant, on n'est bien que dans les référentiels, donner les certificats, mais sachez que le reste va potentiellement, au fur des mois et des années, arriver. Alors, qu'est-ce qu'on contrôle? En fait, toutes ces questions qui correspondent au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire l'identité nationale de santé, ProSanté Connect, l'annuaire santé,
le RGPD sur toute la protection des données de santé, la portabilité des données et l'identification électronique. Donc vous voyez bien que tout ce qui est contrôlé, c'est comment X peut parler à Y, en gros c'est ça, et que les données qui sont concernées ne partent pas n'importe où et n'importe comment. Voilà, donc vous voyez que là-dedans, l'impact clinique, strictement zéro, c'est complètement hors sujet. Isabelle l'a évoqué tout à l'heure, pour ce qui est des évaluations HAS, il faut savoir où on met les pieds, puisque les critères de remboursement et les règles du jeu sont pas les mêmes selon les voies de remboursement. C'est-à-dire que l'état d'esprit, dans tous les cas, qu'un industriel peut solliciter d'emblée une prise en charge qu'on va qualifier de pérenne, si c'est toujours pour une durée déterminée, en général 5 ans au maximum, ou passer par une case dérogatoire qui est une étape, je viens un peu plus tôt, avec des données plus précoces et je reviendrai en prise en charge plus classique quelques mois après. Donc juste pour évoquer les grands schémas et les grands silos de remboursement, la voie classique, ce qui existe depuis plusieurs années, voire au moins 2 décennies, je pense, c'est pour un dispositif médical une inscription utilisée par le patient, une inscription sur la liste des produits et prestations remboursables. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cet acronyme LPPR qui existe depuis longtemps. Entre les deux, il y a des voies dérogatoires qui historiquement ont été créées. Donc le forfait innovation, et que moi j'adore en fait, parce que c'est vraiment une opportunité sur mesure pour les industriels de se faire financer une technologie, mais également tous les soins, les coûts liés aux soins nécessaires à l'utilisation de cette technologie pendant la réalisation d'une étude pivot. Et cette étude pivot, elle fait vraiment partie du dossier de demande de forfait innovation. Donc c'est vraiment du dérogatoire un peu sur mesure, certes avec des critères très élitistes, ça vise vraiment la rupture à la fois technologique mais aussi dans la prise en charge, mais on sait qu'il y a un vivier de belles technologies qui existe et qui pourrait en bénéficier. Donc ce forfait innovation, il existe depuis maintenant plus de 10 ans, il a été rendu de plus en plus opérationnel au fil du temps, il est bien serré par des délais, c'est vraiment un levier à envisager pour des technologies vraiment disruptives et qui sont prometteuses d'une amélioration de la prise en charge pour les patients. À côté de ça, pour les DM, classiquement, une autre voie de prise en charge dérogatoire a été instaurée, ça s'appelle la prise en charge transitoire, avec un petit acronyme qui s'appelle PECT ou PECT, selon qu'on aime concentrer ou pas les acronymes. Donc ça, c'est ce qui existait déjà pour tout dispositif médical depuis quelques années. Et puis le législateur a créé des voies dédiées au remboursement des dispositifs médicaux numériques. Et c'est là où ça se corse, et il faut savoir où on met les pieds, parce que ces voies sont pas ouvertes à tous les dispositifs médicaux et pas à tous les dispositifs médicaux numériques. Donc schématiquement, pour ce qui est de la téléassurance médicale, il y a une liste vraiment dédiée, il y a l'exclusivité qui s'appelle la LATM, la liste des activités de téléassurance médicale. Donc ça, c'est la voie pérenne de prise en charge pour tous ces dispositifs médicaux numériques, et on sait qu'il y en a beaucoup qui arrivent au-delà des expérimentations qui ont eu lieu ces dernières années. Donc un cadre nouveau s'est mis en place avec une liste dédiée qui pour la première fois combine, et ça c'est vraiment une nouveauté, la prise en charge du dispositif médical en lui-même et de la prestation médicale associée. Donc on en a rêvé longtemps du binôme DM et acte professionnel pour pas mal de dispositifs médicaux classiques, mais pour la télésurveillance médicale ça a été créé d'emblée. Donc cette liste, elle existe. Et puis par ailleurs, le législateur a aussi créé du dérogatoire dédié aux dispositifs médicaux numériques. Donc évidemment, valable pour la télésurveillance médicale, mais aussi valable pour les dispositifs médicaux à visée thérapeutique, donc typiquement une application de traitement de la dépression, de la douleur utilisée par le patient, pourrait venir vers cette case de prise en charge dérogatoire qui est valable pour 1 an et qui est, parce qu'elle, voilà, les choses vont très vite, je la qualifie d'antichambre du remboursement plus classique, mais c'est une opportunité. Les industriels peuvent actionner ce levier de prise en charge dérogatoire avant de venir en prise en charge pérenne s'ils n'ont pas toutes les données au moment où ils se posent la question du remboursement. Donc savoir où on met les pieds, c'est important.
Et les dimensions prises en compte, on les a évoquées tout à l'heure, c'est à la fois le clinique, mais aussi l'organisationnel, parce que sur le numérique, c'est essentiel et on sait que le levier peut être là. Et puis également le volet santé publique. Alors, cette diapositive vous explique en pratique comment ça se passe entre nous, l'ANS et la HAS. Et ça se passe pas de la même façon selon qu'on est en dérogatoire, où l'objectif est d'aller vite, de donner une réponse très rapide, ou en prise en charge pérenne. Donc, quand on veut aller vite et quand on est dans le processus de prise en charge anticipée, le process pour concentrer les délais a prévu que l'ANS et la CNEDIMS, la commission spécialisée de la Haute Autorité de Santé, travaillent en même temps. Ça veut dire qu'en pratique, un industriel va déposer ses preuves pour l'ANS sur la plateforme Convergence et pour la HAS et le ministère, puisqu'on a simplifié l'étape et que notre plateforme de dépôt Evatech permet aussi l'accès au dossier de l'industriel par le ministère. Donc dépôt simultané, Convergence et Evatech pour ministère et HAS. Le service instruit les dossiers. L'ANS met le certificat et la CNEDIMS rend un avis et tout ça tient dans un délai maximal de 60 jours. Donc ça va très vite, l'objectif c'est une réponse rapide et donc un process en parallèle et ensuite le ministère, il y a toujours une décision ministre, à 30 jours pour prendre sa décision. Quand on est en circuit plus classique, les choses viennent en séquence. Et du coup, Isabelle le disait, ça commence ici à l'ANS. Effectivement, la première étape, c'est à l'ANS, puisque le certificat de conformité au référentiel de l'ANS, interopérabilité, sécurité et éthique, c'est un prérequis pour nos évaluations, comme l'est le marquage CE. Donc, en pratique, pour une prise en charge de droit commun, c'est comme ça qu'on appelle le cadre pérenne, l'industriel dépose sur Convergence, l'ANS émet le certificat, et ce certificat est un des éléments de preuve, un des prérequis à apporter, pas de preuve, mais un des prérequis à apporter comme le marquage CE pour le dépôt d'un dossier via la plateforme Evatech et l'instruction par la CNEDIMS. Donc dans ces cas-là, l'ANS en séquence à 60 jours, nous on a 90 jours, ça peut être plus rapide s'il y a une prise en charge qu'en préalable, parce que le décideur a prévu que nos délais soient réduits à 70 jours et le ministre a sa décision à 30 jours pour prendre sa décision. Donc séquence ou parallèle selon qu'on est en dérogatoire ou en prise en charge classique. Isabelle, je vous passe la main pour les chiffres. Très concrètement, du point de vue chiffre, et on va voir qu'il y a une grosse différence entre ce qui est vu à l'ANS et ce qui est vu à la Haute Autorité de Santé. Actuellement, ça c'est les chiffres les plus récents, je crois que ça date du mois dernier. Donc il y a eu 231 dossiers qui ont été déposés. Comme vous voyez, il y en a beaucoup en ligne générique, 116. En en-marque 97 et en style pécan, donc 18. Là-dessus, 42 sur ces dossiers-là, donc 42 ont été certifiés conformes et 5 sont non conformes, où les autres sont en cours. Alors en fait, moi ce que me disent les équipes, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de dossiers qui arrivent et ils sont pas complets. Donc il y a des allers-retours entre l'industriel et l'agence, si j'ai bien compris. Donc qui fait que du coup les fameux 10-60 jours, ils sont dépassés parce qu'en fait les dossiers sont pas complets. Mais bon, à terme, je suppose que les industriels et où l'ANS fera des dossiers du côté ANS, que ce soit bien clair les demandes, et du côté de l'industriel bien clair, de le mettre dans son dossier. C'est un truc qu'il faudra vérifier. Pourquoi il y a tant d'allers-retours et pourquoi les dossiers sont pas complets dès le départ. Voilà, c'est un truc qu'il faudra quand même s'interroger dessus et puis y travailler dessus. Et donc, du coup, aujourd'hui, on voit bien que 42 réussites pour 5 rejets. Donc, la bascule est là. Donc, en gros, les industriels respectent complètement toutes les questions d'interopérabilité, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu. En comparaison avec la Haute Autorité de Santé, peut-être, Corinne, vous voulez... C'est inversé. En fait, sur cette planche, il y a le premier tableau de bord qui a intégré l'activité de guichet numérique dans l'activité de la CNEDIMS. Donc, c'est un tableau de bord qui date de décembre 2023, donc au dernier trimestre 2023. Vous voyez que le nombre d'avis émis tient sur les doigts d'une main, 5, 3 pour Pécan et 2 pour LATM. Sur les dossiers déposés, on est donc des dossiers en cours d'instruction. Il y avait un écart d'un dossier par rapport aux avis émis, donc des dossiers encore en cours d'instruction. Enfin,
décembre 2023. La situation, en gros, on a à ce jour, on a quelques dossiers de plus, mais c'est pas non plus le raz-de-marée. En revanche, si on regarde le nombre de dossiers et de candidatures en cours côté ANS, on voit que potentiellement il y a un vivier de technologie qui va déposer dans les semaines ou dans les mois à venir son dossier à la HAS, notamment prise en charge anticipée, 18 demandes en cours. Et sur les noms de marques, près d'une centaine. Donc nom de marque, c'est potentiellement de la ligne c'est du nom de marque télésurveillance potentiellement. Donc le vivier, il est là, il arrive. On comprend et dans les échanges qu'on a avec les entreprises qui viennent nous voir en rendez-vous précoce ou pré-dépôt, on sait qu'il y a eu un petit round d'observation. Les tarifs aussi sont sortis au fil de l'eau, et donc ce sont les mois à venir qui nous permettront de rentrer en activité un peu de routine, mais là voilà, c'était un round d'observation pour la CNIMS, pour les industriels. On a les premiers dossiers, on voit ce qui a besoin d'être explicité. On est aussi très preneur de feedback des industriels sur les difficultés d'élaboration d'un dossier, d'argumentation d'une demande, et d'échanges au travers de webinaires, autres rencontres en bilatéral, comme ça se fait actuellement. Juste pour compléter, la grosse différence entre, si on revient sur la planche précédente, la grosse différence aujourd'hui de ces 42 par rapport à cette poignée de main qui est sur la droite, certes, il y a en gros ce qui peut potentiellement arriver, mais il y a aussi tout ce qui est arrivé en ligne générique et donc qui ne passe pas à la HAS. C'est tout ce qui vient du dispositif étape en fait. Donc c'est arrivé par là. Hein. Oui, et du coup, il y a un gros écart de chiffres, essentiellement, ça vient là, mais il y a quand même dedans, comme le disait Corinne, les 18 dossiers qui, eux, de toute façon, n'y sont pas. Donc pour finir, sur la planche suivante, c'était... Alors, pour finir, en fait, là c'est un discours commun on a toujours eu... Chacun d'entre nous, on supporte pas, à titre personnel, privé, que quand on nous demande quelque chose, il faut demander quelque chose, et puis que on l'a déjà fait quelque part, il faut retourner le refaire, etc. Enfin, ça nous énerve tous. Et donc, tous les matins, on se lève pas en se disant, chouette, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour enquiquiner les gens, et pour leur dossier, non, on est plutôt à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les faciliter la vie. Alors, c'est pas toujours simple, mais voilà. Donc, l'idée, elle est vraiment, mais vraiment, que même si ce n'est pas le cas aujourd'hui pour tous, c'est de dire à un moment donné, ce qui a été prouvé quelque part, il y a déjà un certificat quelque part, ne doit pas l'être une deuxième fois. Ça sert à rien. On perd du temps, tout le monde perd du temps. Donc du coup, il faut vraiment identifier ça. Et c'est vrai que les choses sont juste un peu compliquées, faut bien reconnaître, mais il y a des logiques, d'abord parce qu'il y a des logiques européennes et des logiques françaises. Alors, il y a le marquage CE au niveau européen, comme tout le monde le connaît, il y a le RGPD, bien évidemment, tout ça est en application, et il y a l'IA Act qui arrive. Donc ça, c'est trois, comme c'est des règlements, et que c'est des règlements, donc ça en France, donc voilà. Ce qui veut dire que tout ce qui a été prouvé au niveau du marquage CE, c'est fait et c'est fait. Et donc, il n'y a pas besoin de le refaire s'il y a un certificat de marquage CE. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, à la ANAS, ce que j'ai en train de vous dire, c'est qu'il y a une version 1 des référentiels et qu'il y a des groupes de travail qui sont en cours et le tout devrait aboutir, je crois, j'ai pas les dates exactes, parce que comme ça dépend de pas mal d'allers-retours avec dont vous les industriels, ça veut dire qu'à un moment donné, je pense que la V2 devrait sortir dans le courant d'année, enfin quelque part c'est prévu comme étant sorti de V2. Si je dis n'importe quoi, les chiffres ne sont pas bons, mais imaginez que vous ayez 100 critères, je crois qu'il y en a même plus dans la V1 en nombre, mais je vais pas dire le nom parce que je dirais des bêtises, mais imaginez un chiffre 100. Et que finalement, sur la centaine, il y en a une vingtaine qui soient déjà couverts soit par le RGPD, soit par le marquage CE, l'IA Act, forcément pas encore. Du coup, ces 20-là,
devrait être réputé comme étant acquis, point. Donc si un dispositif est un dispositif médical marqué CE ou qui a été qui s'engage sur le RGPD, etc., bah c'est prouvé, basta. Donc du coup la V2, j'ai fortement demandé moi à ce qu'elle soit justement qui est les fameux 100 critères. S'ils sont, il doit y avoir, hein, le chiffre n'est pas bon, c'est pour être 80 comme 150, rien du tout. Mais mettons 100 critères à nouveau, et que dans ces 100 critères-là, à ce moment-là, que ce qui est déjà prouvé à l'extérieur soit mis avec une indication quelconque en disant si vous avez déjà le marquage CE, par exemple, pour citer celui-là, bon, bah, c'est bon, ce critère-là, il est considéré comme étant acquis. C'est absolument essentiel. Parce que bah voilà, on n'a pas besoin de refaire le boulot, nous pour contrôler que c'est fait, et vous de refaire un dossier de quelque chose qui a déjà été prouvé ailleurs. Donc la chose est importante. Donc moi ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait entre la HAS et l'ANS, on se marche pas sur les pieds, on n'est pas du tout sur les mêmes secteurs. Donc il y a même pas de sujet entre guillemets, à moins que vous nous disiez le contraire au gré des questions ou de vos expériences, mais a priori il n'y a pas de sujet à se marcher sur les pieds dans les référentiels, a priori. Si jamais vous en détectez, il faudra pas hésiter, d'ailleurs par le biais de vos syndicats, des industriels ou de qui que ce soit, de nous dire attention, là il y a un double critère parce que c'est quand même important. Donc voilà. Et puis les redondances, elles sont plus avec les choses prouvées déjà ailleurs, donc au niveau européen. Au niveau des perspectives, donc là je vous l'ai dit, c'est en tout cas côté ANS, c'est un nouveau référentiel qui arrive dans l'année et ce référentiel devrait être plus adapté aux circonstances évidemment, on apprend en marchant comme toujours. Et puis finalement, c'est peut-être certains qui m'ont déjà entendu et depuis longtemps je le dis, mais Corinne l'a dit aussi, à titre personnel. Donc là, je n'engage pas l'agence, ni le ministère, ni qui que ce soit d'ailleurs, ni la HAS. Je n'arrive pas à comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre que le numérique en santé, qui va complètement changer le système de santé, qui est déjà en train de le faire et qui va le faire encore en plus, ne soit évalué par personne ou, inversement, triplement ou quadruplement évalué. Je m'explique. Tout ce qui est pour les professionnels. Au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas évalué. Ça n'est pas dans les missions de la HAS, donc la HAS ne le fait pas. Donc du coup, vous avez des catégories de professionnels qui le font. Il y a des CNP qui le font, voilà. Après marche le tam-tam africain ou le réseau social ou bah tiens, moi je m'en sers, toi tu t'en sers. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On dit c'est tout sauf de l'évaluation comme on devrait le faire. Ensuite, si un établissement de santé doit s'en occuper, doit s'équiper, bah, c'est pareil. Lille va peut-être dire et refaire le boulot qu'a fait Bordeaux ou qu'a fait Marseille. C'est d'un ridicule absolu. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'on mette pas au point qui que ce soit qui le fasse, on s'en fiche, c'est pas le problème. En tout cas pas l'ANS, puisque tout ce qui est impact clinique et organisationnel, c'est pas du côté ANS. Donc là je parle pas au nom de l'ANS, mais plus une réflexion générale et globale au niveau français. Je n'arrive pas à comprendre qu'on demande aux professionnels d'être formés, d'avoir un diplôme, d'avoir le suivi de formation continue, etc. Un établissement de santé, idem, on lui demande des critères, il y a des inscriptions, les ARS, tous les professionnels de santé, tous sont, etc., etc. Et tout ce pan du numérique qui va complètement changer. Mais des fois, les gens n'ont pas la notion de ce qui est en train d'arriver. Vous l'avez assurément. Donc, du coup, de ce qui va arriver sur le numérique en santé, et là, c'est bien ou c'est pas bien, on s'en fout. Voilà, c'est adapté ou non au système de santé français, on s'en fout, c'est pas le problème. Ou pire, on s'en fout pas, et c'est fait X fois. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a une perte de temps, donc qui est complètement ridicule. Voilà, donc ce que j'espère, c'est que quelque chose soit mis en place, que ce soit dans le soft, on n'est pas obligé d'être dans le dur, que ce soit fait par des professionnels, par les CNP, que ce soit fait par la HAS, que ce soit fait par qui vous voulez, je m'en contrefiche, mais que ce soit fait, parce que du coup, si j'étais industriel, on entend beaucoup en ce moment. Souvent, je donnais l'exemple des poulets du label rouge. Alors maintenant, j'ose plus donner parce que vu les discussions qu'il y a, donc en ce moment, il y a des bases, donc je vais pas le donner. Mais on voit bien que la distorsion de concurrence, personne l'aime. Parce qu'on veut bien se battre avec quelqu'un, donc c'est logique, il y a tout plein d'acteurs, tout ça c'est normal. Mais si les acteurs ne font pas certains efforts pour faire les choses alors que d'autres le font, alors là,
du coup les choses ne vont plus, parce que du coup il y a des impacts financiers absolument importants. Donc tous ceux qui font et qui se mettent en calés par rapport à certaines choses, je trouve quand même logique qu'ils soient entre guillemets connus et reconnus pour la chose quand d'autres ne le font pas. Voilà, j'irai pas plus loin parce que sinon je pourrais me retrouver dans les tribunaux, mais j'ai des exemples des deux côtés. Donc voilà. Peut-être rajouter une... Mais je vais forcément aller dans le même sens puisque c'est les réflexions qu'on a initiées ensemble. Mais effectivement, l'enjeu là pour la HAS, c'est de savoir comment mettre en place le socle aidant et éclairant pour les utilisateurs, patients professionnels, sur aussi tout ce qu'on n'évalue pas. On a commencé à défricher le sujet des dispositifs médicaux d'usage professionnel, mais le champ est absolument énorme. Donc on sait que tout évaluer est absolument impossible. Donc par quoi on commence? Si on commence, alors on a commencé par un guide d'aide au choix, mais on sait que c'est le tout début, et ce guide d'aide au choix met aussi en lumière le besoin de transparence vis-à-vis d'une information qui est déjà disponible par ailleurs. Et du coup, ça, je pense que du coup, ce sera aussi abordé dans le courant de l'après-midi. Mais il y a un vrai enjeu de transparence et c'est le début. Et après, se pose la question de faut-il évaluer, quoi évaluer dans ce qu'on n'évalue pas actuellement. Alors, il y a sur tout ce volet à usage professionnel, tout ce qui va transformer les actes va faire l'objet d'évaluation d'actes pour la création de nouveaux actes ou la transformation d'actes existants. Mais pour autant, il y aura pas à ce jour, il n'y a pas de guichet pour chacun de ces dispositifs ou de ces logiciels à usage professionnel qui sont utilisés dans les actes. Donc un large champ très ouvert de réflexion et on est en train d'y travailler. Je pense qu'on aura des interactions dans les mois et semaines à venir avec vous sur ce sujet. Juste, je me rends compte, on a fait la planche un peu vite. Le logo là à droite, c'est pas le logo de quoi que ce soit, c'est l'idée du labyrinthe. C'est tout. Je suis désolé, parce que ça pourrait prêter à confusion. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et que voilà. Donc en tout cas, moi je vous enjoins, franchement, tous, au vu des responsabilités que vous avez. Si vous sentez que les référentiels ou des choses sont redondantes, signalez-le, dites-le, on peut y travailler. Voilà. Et là, on est tous d'accord là-dessus. Voilà, pour que les choses soient simplifiées. Donc, le problème n'est pas le tout, c'est de les repérer, parce que forcément, on ne les repère pas toujours. Donc, n'hésitez pas si vous en repérez. Voilà.